Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. Je reçois aujourd'hui pour la première fois Philippe Lombard, journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma pour son dernier livre, L'argot du cinéma français, chez Duno. Bonjour Philippe. Bonjour. L'argot du cinéma français, je dirais presque que c'est plutôt un dictionnaire en fait de l'argot. Ouais, c'est pensé comme ça, ouais. C'est quoi l'argot pour vous? Ah, c'est un langage imagé, un langage qui est presque exotique C'est presque parfois. un langage codé parfois aussi. Ah oui, à la base, c'est quand même ça l'idée, hein, l'argot dans les métiers, dans le milieu des truands, c'était de ne pas se faire... pour les truands, c'était de ne pas se faire comprendre de la police, quoi, Ouais, c'est ça. et des caves. Donc il y a un côté, bien sûr, comme ça, quoi. On appartient à une communauté quand on échange certains mots, quand on les Ouais. comprend. Bon, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis un grand fan de Audiard, de Simonin, de Janson, etc. Donc là-dedans, on retrouve tout. Peut-être un tout petit reproche, c'est que vous citez énormément, bien sûr, de dialogues, mais vous dites pas qui a dialogué. Et à Ah, chaque je fois, crois je me que dis, c'est à la fin, non? On n'a pas mis à la fin. À la fin, on a alors, en fait, vous avez fait un petit jeu. Parce que, une filmographie à la fin où on met tous les noms des scénaristes dialoguistes. d'accord. Ah bah, Parce que sinon, si on met, c'était si trop on long, met- trop c'est trop lourd, long, ça d'accord. alourdit un peu la lecture et tout ça. Ce qui Mais effectivement, j'ai mis tous les auteurs dedans. Ouais, c'est absolument génial. Alors moi, je me suis amusé avec la filmographie avant de rentrer vraiment dans le livre, en me disant, bah alors ça, je l'ai pas vu, ça, je l'ai pas vu, ça, il faut que ma fille le voie. Ça, c'est génial. Je me suis dit, je vais profiter du livre Oui. pour faire ça. Donc ça, c'est vachement bien. Comment c'est né cette idée de faire un dictionnaire? Bah, De tous les livres que vous avez écrits sur... oui. En fait, bon, j'ai grandi, j'ai la cinquantaine, donc j'ai Ça se grandi. voit Merci. J'ai grandi avec le cinéma français. À la télévision des années 50, 60, 70, puis au cinéma. Donc j'ai grandi avec Gabin, avec De Funès, avec Belmondo, avec tout ça. Et moi j'aime beaucoup voir et revoir les films. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des mots que tout le monde de cette génération-là, en tout cas, connaissent. Le mot groupir, on sait dans quel film à quel film on va l'associer. Absolument. Ou le Grisby, et puis il y a des Septième titres, la sixième compagnie, exactement. Bien sûr. Il faut rester groupir. Et il y a des mots qui sont vraiment associés au cinéma. Le mot Grisby, le mot Morphalou, les barbous, c'est des choses quand même qui normalement auraient dû disparaître un peu parce que l'argot, c'est une langue qui évolue. Donc il y a des nouveaux mots pour dire l'argent, on dit plus Grisby. Mais Grisby, on s'en rappelle parce qu'il y a Touché pas au Grisby, parce qu'il y a la réplique dans Les Tontons Flingueurs de Touche Francis pas au Grisby, Touche pas au Grisby salope. qui est quand même mémorable, celui-là. Bah oui, donc il y a des choses comme ça, et donc j'avais envie c'est une façon de parler de ce cinéma-là sous un angle un peu, sous un angle lexical. Je me demandais, en fait, en parcourant les pages, l'avantage, c'est qu'on peut le prendre à n'importe quelle page et puis on continue. Si les jeunes, je vais parler comme un vieux, mais on a le même âge, visiblement, si les jeunes savent encore ce que ça veut dire, d'où ça vient, il y a plein de films qu'ils n'ont jamais vus. Et qui Sûrement, oui, sûrement. Je ne sais pas si les jeunes vont lire ce livre. En tout cas, il y a des films aussi assez récents quand même. Hein. Ouais, Je parle de La haine, je parle de Arrêté si je mens, les choses comme ça. La haine, c'est pas si récent, mais... Non, maintenant, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça a 30 ans ans, en fait, maintenant. Ouais. Dingue, hein. Oui, non. Ouais, il y a... Oui, je pense qu'il y a des mots et un certain cinéma qui ne va pas leur parler. Je pense que... Voilà. Moi, je sais que, en fait, moi, j'ai 2 fils qui ont la vingtaine maintenant et je les ai biberonnés au cinéma, donc ils connaissent un peu tout ça. Mais je pense que si on n'a pas transmis, comme la musique, comme tout ça, si on n'a pas transmis ça aux plus jeunes, s'ils découvrent, si un gamin qui a jamais vu, quand il a 15 ans, qui n'a jamais vu de film en noir et blanc, ça va être compliqué de tout d'un coup lui faire voir un film en noir et blanc avec des acteurs qu'il connaît pas. Je pense qu'il y a une histoire de transmission qui s'apparente presque à de l'éducation. Enfin, voilà, quoi. Oui, je suis d'accord. Plus que ça, même, c'est où est-ce qu'on peut les trouver, ces films? Parce que moi, je m'amuse assez souvent à il y a quand même des vieux films. Non, des vieux films français. Quand même, maintenant, si, quand même. Il y a des chaînes, toutes les chaînes cinéma. Enfin, il faut s'abonner aux chaînes cinéma, mais Ciné Plus, OCS, Canal. 100 € par mois. Non, c'est quand même abordable. Moi, j'ai beaucoup de chaînes et je peux voir tous ces films-là sans me ruiner. Bon, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise parce que là, vous faites dialoguer langue populaire, histoire du cinéma. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Si vous êtes encore surpris, d'ailleurs. Oui, parce que j'aime bien, je cherche, j'aime bien découvrir des choses. Qu'est-ce qui m'a surpris
Là, comme ça. Parce que vous avez fait des recherches en fait. C'est Oui, pas oui, juste, bien sûr. J'ai fait des recherches sur les mots, voilà, qu'on d'où ils explique, venaient, c'est pas etc. juste, par exemple, là je tombe sur Jean Foutre, bon bah c'est pas juste une explication, enfin des Pas des pas juste une des citation, citations. pas Oui, juste une citation, c'est que vous allez chercher en fait l'origine de l'expression, bien sûr, etc. je Moi cherche. j'ai Par appris des exemple, tas de trucs. le mot bourre-pif qu'on entend dans Ouais, les Tontons Flingueurs. bien sûr. Très souvent, moi, j'ai pu lire que c'était inventé par Audiard pour les Tontons Flingueurs. Bon, bah, en 3 minutes, j'ai trouvé, parce que j'ai regardé un dictionnaire d'argot, que ça existait dans les années 30-40, c'est cité dans certains romans, etc., quoi. C'est génial. Ça vient d'avant, en fait. Tout n'est pas. Audiard n'inventait pas des mots d'argot, il Ouais. en prenait quelques-uns, mais voilà. Donc, il y a des mots comme ça. C'est marrant parce qu'il y a des mots emblématiques du polar français qui sont le Grisby et le Réfifi. Ouais. Donc en 53 et 54, il y a eu 2 romans, du Réfifi chez les hommes d'Auguste Le Breton et Touchez pas au Grisby d'Albert Simonin. Et un an après la publication de chacun de ces livres, il y a eu l'adaptation, le Grisby avec Gabin, le Réfifi de Jules Dassin. Et c'est devenu des mots Auguste Le Breton, il disait c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon copain Jagène de Montparnasse qui une fois m'a dit voilà il y a du rififi. Bon, et en fait il dit que c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est quand même lui qui l'a popularisé. Et en gros, fallait pas trop utiliser le mot rififi sans son autorisation, quoi. C'était à lui, quoi. Ouais, c'est ça. C'était à lui. Il y avait un comédien de la Comédie Française qui avait fait un livre de mémoire, qui a voulu appeler ça, au début des années 60, du rififi chez Molière. Il a menacé d'un procès. Donc c'est devenu une comédie chez Molière, quoi. Ouais, Et même quand il a fait une série de livres qui s'appelait Rififi, à Paris, à Tokyo, machin, et des fois il vendait des histoires, des adaptations de ses romans où il n'y avait pas le mot de Rififi, mais il est obligé à mettre le mot Rififi comme un cycle, comme un titre vraiment de collection, quoi. Et quand Jacques Deray a fait Rififi à Tokyo, ils se sont dit avec José Giovanni, le scénariste, mais ce titre, ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Donc, et en fait, le producteur dit non, mais on a acheté les droits avec ça, on est obligé, il faut mettre Rififi et basta, quoi. C'est absolument génial. Voilà, donc il y a des mots comme ça qui marquent une époque, quoi. Est-ce que ce livre, alors que vous avez quand même beaucoup écrit sur Audiard, les Tontons Flingueurs, etc., est-ce que ce livre, c'est une forme d'aboutissement qu'il fallait aller, voilà, chercher tous les mots Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai écrit un livre sur Audiard qui s'appelle Sous la casquette de Michel Audiard, où j'essaie d'expliquer d'où vient tout ça, les références qu'on ne voit pas, etc. Et en fait, il y a vraiment quelque chose derrière tout ça, quoi. On pourrait dire, ouais, bon, c'est rigolo, il y a des mots comme ça, rigolos, des mots d'argot, mais en fait, il y a vraiment une histoire derrière tout ça, en fait. Et donc là, ça me semblait pas mal. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça réunit pas que le cinéma des années 50-60. Il y a un peu tout, quoi. Il y a le Splendide, il y a Audiard, il y a des films, il y a des films en couleur, il y a des films des années 80. Il n'y a pas que ça, voilà. Il y a OSS 117. Il y a OSS 117, oui, bien sûr. D'ailleurs, Bonisseur de la Batte, j'ai appris dans ce livre où ça venait, parce que alors là, j'étais à oui, c'est ça, parce lumière oui, à la lettre B, j'ai mis Bonisseur de la Batte. Parce que ça semble étonnant, mais dans les romans de Jean Bruce, à un moment donné, il explique l'origine de son nom. Parce que dans les romans, en fait, il n'est pas du tout français, comme dans les films de Dujardin. C'est un agent secret américain. Jamais lu. Ouais. Et il travaillait pour l'OSS, et après, il travaillait pour la CIA. Et à la CIA, il gardait son sigle de l'OSS. Et en fait, Jean Bruce explique qu'il avait des origines françaises de plusieurs siècles avant, et qu'un des procès de François Villon, il y avait un ancêtre du Bonisseur de la Batte qui était un témoin à décharge. Mais il était, je ne sais plus quel métier il avait, et il avait une façon de parler à lui, donc on lui a demandé son nom, mais lui il s'est présenté comme bonisseur de la batte, c'est-à-dire bonisseur de bonir, de parler, de la batte en bien, celui qui parle en bien, donc témoin à décharge. Et donc ça a été noté comme ça, dans l'imagination de Jean Bruce. Et après, c'est devenu le nom de cet homme-là et de ses descendants. Ils sont partis aux États-Unis pour fuir la Révolution, etc. Et donc voilà, un nom est aussi une expression narcotique. Ce que j'aime beaucoup, moi, chez Audiard et chez les autres, c'est en fait cette culture. Parce que ils écrivent pas juste pour s'amuser, ils ont une culture extraordinaire, vraiment importante. Et ça se ressent vraiment partout. Oui. Audiard, notamment, avait une grande culture littéraire. Ouais. Il avait beaucoup lu. Historique aussi. Historique, oui, non, mais il connaissait énormément de choses. Hein. Et en fait, la façon dont... c'est pas vulgaire, en fait, Audiard. Et la façon dont il parle, la syntaxe,
dans un de mes livres, je disais qu'en fait, finalement, Audiard, c'est un prolo qui a lu Proust et la série noire. Et en fait, c'était ça. Il disait ça. Et puis, quand il a découvert Céline, ça l'a bouleversé. Il s'est dit que peut-être que lui aussi pourrait écrire dans ce style-là. Et donc, voilà, c'est vrai, ça, ou c'est une légende? Ouais. C'était dans les toilettes, c'est ça? Alors, oui, la légende, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, pendant la guerre, donc, on lit dans une école de soudeurs, je crois, ou d'opticiens, je sais, il a fait les deux. Soi-disant, dans les toilettes, le papier à toilette était des pages de Proust, et qu'il a découvert comme ça. Bon, pourquoi ça serait retrouvé là? Oui, non, voilà. Bon, voilà, mais bon, voilà. Effectivement. Les principales sources pour faire ce livre, c'est quoi? C'est des archives, et les films évidemment, les textes? Oui, les textes. Oui, des fois j'ai pu consulter les scénarios. Vous avez revu tous les films? J'ai vu pas mal de choses, ouais. J'ai vu pas mal de choses. Bon, alors déjà Audiard, j'ai tout revu régulièrement pour les 4 livres que j'ai fait sur lui. Et puis beaucoup aussi de livres, de dictionnaires d'argot, de livres sur la langue française et tout ça, quoi. Il y a des choses. Par exemple, on parlait de Albert Simonin et Le Breton. Chacun, ils ont fait un dictionnaire d'argot. Ouais. Et donc chacun, des fois c'est différent, et ils s'opposent sur certains mots, mais donc là, c'était intéressant de voir ce qu'eux, ils en disaient, quoi. C'est excellent. Ce qui est amusant avec... alors je prends Audiard parce que c'est celui que je connais vraiment le mieux. Très souvent, on dit les dialogues d'Audiard, les films, même les films d'Audiard, on va jusque-là, mais parfois c'est pas de lui en fait. Alors, je reprends le titre, je l'ai écrit parce que je m'en souviens jamais. Mort d'une bête à la peau fragile, c'est Le Professionnel. Oui. C'est les textes, mais c'est quasiment... il a fait du copier-coller. Depuis le roman, vous voulez dire? Ouais, du roman. Oui, bien sûr, il y a des choses... C'est assez étonnant. Oui, et en fait, il y a aussi une façon de travailler. Des fois, il travaillait avec les autres sur l'adaptation d'un roman, par exemple, ou sur l'écriture d'un scénario original. Mais donc, il y avait des dialogues qui étaient un peu indicatifs. Et ensuite, lui, une fois que c'était fait, il aimait bien arriver à ce moment-là, en fait. Une fois que c'était fait, il reprenait tout, et il reprenait le dialogue indicatif, et il changeait. Mais Pierre Tchernia, qui a écrit avec lui Carambolage, de Marcel Bluval, il raconte que, il dit, quand Audiard trouve une réplique bonne, fait par un autre, il la laisse. Il dit, celle-là, elle est bonne. Donc, Tchernia, il disait tout modestement, il y a certaines répliques qui sont de moi, en fait. Et ça, c'est une chose. Et avec Simonin, c'est assez évident, quoi. Il n'a pas trop mis en avant Simonin, mais en réalité, il y a des répliques dans plusieurs de leurs films, notamment dans Les Tontons Flingueurs, qui sont clairement référentielles à d'autres choses qu'avait écrit Simonin auparavant, parce que Simonin et Audiard recyclaient beaucoup leurs trouvailles. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé qu'on allait revoir leurs films des années après, etc. C'est drôle d'ailleurs. Donc il y a des choses, Lulu la Nantaise, tout ça, c'est clairement, ça vient d'un film qui s'appelle Le Feu aux poudres, où Lino Ventura a un petit rôle d'ailleurs, et Lulu la Nantaise, là c'est dans le film, c'était la petite Lulu du Havre et la Marie la Nantaise. Enfin, il y a tout un truc, c'est façon puzzle, tout ce qu'on verra dans la scène de la cuisine des Tontons Flingueurs, mais ça c'est clairement, ça vient clairement de Simonin. C'est très drôle. Donc tout n'était pas effectivement de dire. Bon, majoritairement c'était quand même de lui, il y avait un style qu'on pouvait bien reconnaître, mais il y a des choses effectivement qui n'étaient pas de lui. Ouais, c'est assez étonnant. Carambolage, c'est un film à voir, que vous citez d'ailleurs, à avec Serrault, incroyable. À lettre C, con, vous êtes con comme un adjoint. C'est normal, sinon vous ne seriez pas adjoint. C'est très drôle, et c'est un film qu'on cite assez peu, parce que curieusement, les gens ont vu. Et pourtant, il y a De Funès, il y a Brialy. Ouais, il y a un super De Funès d'ailleurs. Il y a une apparition à la fin d'Alain Delon. À la toute fin, il y a un caméo d'Alain Delon. Je me souviens pas de ça. Il faudra que je le revoie parce que celui-là, je l'ai. Est-ce que le cinéma a contribué à faire entrer des mots d'argot dans la langue, on va dire, langage courant? Je pense, ouais. Ouais, je pense. Il y a à la fois des mots qui ont... Je sais pas, je pense le mot keuf, par exemple. C'était utilisé par des plus jeunes, et c'était pas forcément... très connu, mais à partir du moment où on en parle, où il y a un film qui s'appelle Les Keufs de Balasco, ça rentre. Voilà. L'exemple le plus courant, c'est Les Ripoux. Oui, c'est en vrai. fait. Les Ripoux, Noiret raconte que quand il a le scénario, il voit les Ripoux sur la page de garde, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et on lui explique qu'effectivement, c'est pourri, c'est du verlan, c'est les flics corrompus, etc. Et aujourd'hui encore, on ne dit pas les flics corrompus, on dit des flics Ripoux. C'est-à-dire, voilà. D'ailleurs, j'ai appris le verlan avec ce film, en fait. C'est les flics qui avaient trouvé ça, mais c'est grâce au cinéma que c'est devenu...
C'est dans le langage courant, quoi. Ouais, c'est vrai. Oh, j'ai plein de tendresse pour votre livre en plus, parce qu'il y a des films que j'adore, par exemple, pareil, qui sont pas très connus. L'œil au beurre noir, que j'ai adoré, moi, quand je l'ai vu au cinéma quand j'étais pitchoun. C'est des films comme ça qu'on regrette de ne pas avoir plus souvent, qui n'est pas trouvable. Hein. Oui, il y en a certains, il y en a certains. J'ai cherché. Un peu, Mais est-ce qu'on peut dire que Audiard, par exemple, toujours pour lui, qu'il écrivait de l'argot, ou pas vraiment? Parce que c'est pas vraiment de l'argot. Ça, c'est la grande... Souvent, on dit que Michel Audiard écrivait en argot. En réalité, si vraiment il avait écrit en argot, on ne comprendrait plus, en fait, ce qu'il dit aujourd'hui. Parce que l'argot des années 50-60, c'est pas forcément compréhensible. Albert Simonin écrivait en argot dans ses romans, par exemple. Et le tout premier, Touchez pas au Grisby, il y a un lexique à la fin, à l'intention des caves, pour comprendre effectivement. Et quand on lit Simonin aujourd'hui, c'est un peu compliqué parfois. Alors que ce que veut Audiard, c'est être compris, en fait. C'est ça, ouais. Il veut être compris. Donc il y a des mots d'argot de temps en temps. Effectivement, il y a micheton, bourre-pif, claque-merde, tout ça, des choses comme ça. Mais on comprend bien ce que ça veut dire. En fait, il a une façon de manier la langue, une façon de parler dans la syntaxe. Il invente des mots aussi. Je ne sais plus qui disait. Ah oui, c'est dans La Tonton Flingueur où il disait que la fille disait qu'elle bain-marise, qu'elle prépare à manger, etc. Donc il invente des mots comme ça. Voilà, c'est ça. Je bas-marise. Je bas-marise. Donc il inventait des mots comme ça, mais il n'était pas. L'argot était assez peu. N'était pas omniprésent en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a des mots courants, mais voilà. Effectivement. Et c'est la difficulté en fait avec aujourd'hui, c'est que pour parler, pour avoir ces termes-là, il faut des sacrés acteurs. Oui, bien sûr. C'est plus forcément possible aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que tous ces dialogues avec ces mots particuliers, aujourd'hui, ça correspondrait peut-être à un langage jeune que tout le monde ne comprendrait pas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est un peu. J'allais y venir justement, mais en tout cas, aujourd'hui, ce serait plus possible de les tourner, ces films-là, parce que je vois pas quel acteur, peut-être Dujardin, mais c'est vrai. Mais en plus, c'était un cinéma qui était fait pour les acteurs. C'est ça, ce que j'allais dire. C'était il venait de là, en fait. Vraiment, quoi. Ouais, Audiard, pour reparler de lui, il écrivait toujours. Il voulait savoir pour qui il écrivait. Il disait en fait Belmondo parle pas comme Delon, donc il aimait bien connaître les gens, les acteurs dans la vie. Il était ami avec Gabin, etc. Quoi. Il savait comment il parlait et comment le faire parler. Et il piquait aussi beaucoup de choses aux gens autour de lui, et notamment aux acteurs. Il piquait des répliques à Blier ou à Gabin parce qu'ils avaient un langage très riche et il les mettait dans les dialogues. Pas forcément d'ailleurs pour Gabin ou Blier, pour d'autres. Oui, c'est vrai. Et donc les acteurs disaient dire c'est un voleur et tout ça, mais ça les flattait un peu aussi, quoi. Le petit cycliste, c'est ça. Le petit cycliste. C'est Gabin. C'est marrant, c'est que quand ils se sont rencontrés sur Gasoil de Gilles Grangier. Et c'est Grangier qui connaissait bien les deux et qui a dit faut vous travailler ensemble, ça va le faire, quoi. Et donc Gabin dit bon, écoute, ok, on va lire les dialogues, on verra bien ce que ça donne. Donc Audiard était très très heureux de travailler pour Gabin. Et un jour ils sont tous les trois, Gabin, Grangier et Audiard, dans un restaurant de fruits de mer. Et puis il y a Gabin qui est en train de manger ses moules et qui dit tout d'un coup, il dit entre deux moules, ça bouscule pas un train de marchandises, mais j'ai vu pire. Et Audiard pense qu'il parle des moules. En fait, non. En fait, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il aimait les dialogues d'Audiard et qu'il était d'accord pour le faire. Et Audiard s'est rendu compte que Gabin avait un langage comme ça. Il appelait ça la métaphore ambiguë. Excellent. Et Gabin disait jamais. Attendez, il faut que je me trompe. Il disait jamais. C'est mauvais. Il disait ça vaut pas un coup de sida. Où il disait jamais c'est bien, il disait vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. Voilà. C'est une façon de parler qui charmait absolument Audiard. Et donc, il reprenait des choses que l'acteur disait, mais aussi il lui écrivait un truc sur mesure, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, on est dans une émission d'histoire, évidemment. Est-ce que l'argot reflète pas aussi à la fois les classes sociales, les époques du cinéma français? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Forcément. C'est-à-dire que l'argot, de toute façon, c'est toujours le langage d'une époque. C'est ça. Donc, la façon de
parler des femmes, par exemple. Je pense pas qu'on dirait les mêmes choses aujourd'hui, quoi. Je sais qu'une réplique comme touche pas au Grisby salope, je sais qu'elle a du mal à passer aujourd'hui. Cette bien, et aujourd'hui, elle a un peu de mal. Alors qu'en fait, juste cette réplique, elle est pas spécialement misogyne. En fait, c'est juste un gars qui supporte pas qu'on touche à son pognon. Enfin, ça serait un homme, il dirait autre chose. Enfin, évidemment. Voilà, mais oui, forcément, ça reflète. Puis le fait que ça vienne de Francis Blanche, c'est encore plus drôle. Bah oui. Effectivement. C'est comme ton ventre, c'est un cimetière. Ça, c'est quelque chose qui passerait pas bien aujourd'hui, j'imagine, qui était effroyable. Quelle scène, selon vous, illustre le mieux la musicalité, la puissance expressive de l'argot au cinéma? Est-ce que vous avez une scène? Oula. Pas facile. Non. Avec tous les films que vous connaissez. Une scène, oui, j'ai l'impression qu'on revient encore à Audiard, forcément, quoi. Mais ouais, je pense que les scènes entre Gabin et d'Alban dans le Pacha, il y a une façon de se parler qui à la fois c'est des amis, mais en même temps il lui reproche des choses et il évoque toujours les surnoms qu'il avait quand il était gamin ou les surnoms des truands. C'est toujours une époque, ça. Je sais pas moi, Joel Trembler, etc. Et puis, il y a cette fameuse réplique où il lui dit quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Et il le dit avec une certaine. Je veux dire, il y a un truc qui est drôle et en même temps, c'est pas drôle dans la scène en soi. C'est terrible. C'est terrible. Oui, il traite son ami d'enfance de con et voilà, quoi. Mais en même temps, c'est assez représentatif, quoi, du double sens de tous ces mots-là, quoi. On en parlait un peu tout à l'heure entre touchez pas au Grisby, le cave se rebiffe et la haine. Comment est-ce que vous percevez l'évolution justement de l'argot? On a l'impression, alors peut-être parce que pour nous, on a connu un peu, c'était romantique et que là maintenant c'est plus dur. Ah oui, sans doute que l'époque est plus dure. Je pense que ce que raconte la haine, c'est plus dur que ce que peut raconter touché pas au Grisby, quoi, qui sont dans un milieu de truands. Bon, voilà, on n'est pas désolé pour eux, quoi. Là, on parle de jeunes en banlieue qui sont un peu persécutés par la police, qui ont pas trop d'avenir, etc. Donc, effectivement, la langue, le langage est beaucoup plus dur, quoi. Et on a même l'impression que les mots sont faits pour pas être compris des autres, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que quand on est, ça fait un choc la haine à l'époque en 95. Mais en fait, on comprend tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui se dit. Mais c'est vrai qu'il y a des mots que certaines personnes n'avaient jamais entendus. Je suis assez d'accord. Voilà. Est-ce que c'est, vous qui avez beaucoup bossé sur ces films-là, est-ce que moi j'ai le sentiment qu'il y avait une espèce de respect quand même entre la police et les truands de l'époque, des années 50, des années 60. Quand je prends par exemple le clan des Siciliens, il y a quand même ce respect entre Ventura et Gabin, voilà, et qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui. Alors c'est le cinéma qui fait ça ou c'était comme ça? Moi, à mon avis, je pense que c'est une mythologie quand même. La mythologie de la parole donnée. Ouais, je sais pas. Les flics et les vrais flics et les vrais truands disent ouais, c'était quand même mieux avant, mais en même temps, bon, voilà, l'honneur de la pègre, tout ça, je sais pas, j'ai un peu du mal à y croire. Je pense que de toute façon, tous ces films-là rendaient mythiques les flics et les truands. Oui, bien sûr. Voilà. Et quand Gabin, Belmondo, Delon faisaient des truands, c'est des truands qu'on pouvait apprécier en fait. Par exemple, quand Delon fait le flic Roger Borniche dans Flick Story de Jacques Deray, le méchant, c'est Jean-Louis Trintignant, qui fait un authentique gangster qui s'appelait Émile Buisson. Delon, certainement, n'aurait pas joué ce rôle-là. Parce qu'il était trop dur, voilà, on n'aurait pas envie de voir Delon, Belmondo dans des rôles où il massacre des gens, etc. Donc je pense qu'il y a une mythologie du cinéma qui, voilà, on a envie de croire à ça plutôt que... D'accord, donc c'est pas forcément vrai en fait. Ouais, j'ai un peu des doutes. C'est bien. Bon, ça me permettait de rêver, de se dire c'était mieux avant, ce qui est idiot d'ailleurs, ce qui est complètement idiot d'ailleurs. Comme réflexion, il faut surtout pas dire ça. Est-ce que vous pensez que certains réalisateurs ont cherché à adoucir l'argot ou des producteurs en disant là les gens vont rien comprendre ou pas? À partir du moment où l'argot est devenu assez courant dans le cinéma, je pense que non. Je sais que quand Touchez pas au Grisby était en préparation, donc en 54, il y a un courrier absolument dingue qui était adressé au
au crédit du cinéma où en fait c'est jusqu'aux années 60, on faisait des emprunts pour relancer le cinéma, on pouvait aider des productions, donc il fallait dire ce qu'ils allaient faire. Et le producteur disait voilà, donc ça va être écrit en argot, ça va être un scénario en langue verte, et puis quand on comprend pas, on mettra des sous-titres. Donc c'était prévu comme ça. Au cas où, évidemment, ils l'ont pas fait. Heureusement, ils n'ont pas mis des sous-titres à toucher. Ça aurait été un peu bizarre, mais il y a quand même cette idée que tout d'un coup, on mettait des mots dans Fric Frac, par exemple, de Claude Lara, avec Fernandel, Arletty et Michel Simon, qui date des années 30. On voit Fernandel qui se retrouve, qui était un bijoutier, qui se retrouve dans le milieu des truands, qui se fait avoir parce qu'il est amoureux d'Arletty. Les autres parlent en argot. Donc lui ne comprend rien, donc le public aussi, mais on passe son temps à nous expliquer ce que ça veut dire. Et après, je pense que c'est un truc qui est devenu assez courant, quoi. On n'avait plus besoin d'expliquer aux gens parce qu'ils étaient un peu plus... les mots sont devenus... ont quitté des fois certains milieux professionnels ou le milieu des truands pour aller dans la France entière, quoi. Il y a des mots que vous préférez à d'autres dans ce dictionnaire que vous avez mis? Ouais, je sais pas, j'aime bien défourailler. Ouais. C'est ce que... Voilà, donc ça veut dire dégainer, sortir son arme. On voit ça dans les Tontons Flingueurs. Défourailler, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien comme mot? Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. J'ai pas compté, j'ai pas cherché à compter, mais il y en a. J'ai été surpris. Par exemple, placard. Je l'avais pas compris comme ça, moi, le placard. Oui. C'est rigolo. Vous expliquez qu'effectivement, il sort du placard, c'est faire son coming out. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Moi, j'avais pas compris ça. J'avais compris que c'était un placard d'entreprise, c'est-à-dire en gros, il l'a mis au placard, c'est-à-dire il est l'expression commence à être un peu à la mode à ce moment-là, donc c'est assez marrant. Oui, oui. Et c'est très drôle. Il y a plein de trucs comme ça où j'ai été surpris. J'aime bien Pataquouek aussi. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ces Pataquouek? De Funès. C'est une insulte raciste, évidemment, mais comme il y a que lui qui l'a dit, bon, ça va, on peut, voilà. Dans Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il aime personne. Et il est extraordinaire là-dedans. Ah oui. Le Verlan a pris, selon vous, c'est un tournant, ça a pris le relais de l'argot d'Audiard, des truands d'Audiard? Ouais, un peu, ouais. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de mots, en tout cas dans les films, beaucoup de mots nouveaux, d'argot. C'est vrai que le verlan, ça permet... c'est un autre langage, en fait. Ouais. Ça permet de se distinguer. Mais en fait, après, maintenant, tout le monde dit des mots en argot. Oui, bien sûr. Voilà. Mais il y a un tournant dans les années 80, peut-être. Oui, je pense, ouais. C'est ça. Je sais pas si Audiard a eu le temps de placer un mot en argot. Il est mort en 85, donc... non, il n'a pas encore... Non, j'ai pas le souvenir. Il y a des mots ou des expressions que vous adoreriez voir revenir aujourd'hui. Ce serait peut-être pas forcément facile à placer, mais... Je disais tout à l'heure, ouais, il faut les acteurs pour le dire. Oui, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas s'il faudra faire revenir. Je pense qu'il faut. On aime bien ces mots-là parce qu'ils sont anciens, qui nous rappellent des choses, mais je pense qu'il faut aller de l'avant, je dirais. Faut avancer sur d'autres choses. Les barbouzes, par exemple. Moi, ça... J'adore fric-frac. J'adore le mot fric-frac. On le dit plus, ça. Oui, ça c'est un cambriolage. On ne dit pas fric-frac au Louvre. Non. Alors, on pourrait le dire. On aurait pu. On aurait pu carrément. Ça aurait été très chouette. Ouais. Ça, j'aurais bien voulu voir ça. Tiens, ça c'est vrai. C'est mon nouveau livre. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a des mots que vous n'avez pas mis dedans? Je ne sais pas combien il y en a en fait, mais je sais plus, mais après il y a des mots il faut pouvoir dire des choses dessus, il faut pouvoir citer des répliques. Voilà. Bon, par exemple, je sais que j'ai mis claque-merde. Ouais. Mais on l'entend qu'une seule fois en fait, on l'entend dans les Tontons Flingueurs. Je me suis demandé si ça existait vraiment et j'ai vu que ça existait. C'était une sorte de, un peu dans l'argot des soldats, des poilus en fait. Donc, donc j'avais pas tellement d'exemples à donner, mais j'avais envie de le mettre quand même. Mais dans l'ensemble, ouais, il faut pouvoir raconter des choses. Il y a des choses, ça avance tout seul, hein. Grisby ou Rififi, c'est facile. Je suis d'accord. Mais d'autres. Vous avez été obligé de consulter, je sais pas, des linguistes, des sociologues? Non, j'ai pas été jusque là, mais parce que c'était quand même, je vais pas non plus trop en profondeur, il faut que ça soit quand même assez amusant. Donc, comme je disais, j'ai feuilleté, consulté des dictionnaires d'argot, dictionnaires de langue, et tout ça, quoi. Il y a des mots magnifiques comme guignolo, moi j'adore. Oui, guignolo, c'est super. Il y a un film que j'adore aussi, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ah oui. Ça n'existerait plus des titres comme ça aujourd'hui. Ah bah non, c'est un peu long. Comment ça se fait?
À la base, ça s'appelait Opération Léontine pendant le tournage. D'accord. Voilà. Puis finalement, voilà. Je sais pas, il y a eu une grande époque où il y avait des titres longs. En Italie, c'était très courant aussi. Après, je sais pas s'il y a vraiment des très grands films qui ont des titres longs. Enfin, je veux dire, il y en a certains, mais souvent, c'est dans les années 80 en France, il y avait des titres comme Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ma femme aille boire des coups dans les cafés avec les hommes. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, c'est clairement pas un film mémorable. Non. Voilà, il jouait tout sur le titre. Mmh. Donc, mais au début des années 70, avec Audiard, c'était un peu la mode. Tout le monde faisait un peu ça. En Italie, ils faisaient ça constamment. Confession d'un procureur de la République, etc. Des choses comme ça, quoi. Mais je sais pas si. Je pense qu'il faut les bons titres, c'est pas un titre, c'est pas quelque chose qui est à la mode. Je pense qu'il faut un titre qui corresponde bien au film. Si on décide de mettre un titre long, c'est que il y a un truc qui colle pas, je trouve. Est-ce qu'il y a toujours de l'humour dans l'argot? Non, pas toujours. Pas toujours, non, parce qu'en fait, c'est une langue, en fait. On peut dire tous les mots qu'on veut en argot. Moi, j'avais mon grand-père qui était un Parisien pur jus. Il connaissait bien l'argot des années 20, 30, 40. Et il s'amusait des fois à me parler en argot. Il me disait qu'il allait chez le louchébem, dire chez le boucher. Quoi. Et donc, on peut tout dire avec l'argot. Enfin, c'est pas forcément... Effectivement. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si les plus jeunes... si on leur dit louchébem, c'est pas sûr qu'ils sachent. Moi, je saurais pas parler le langage des bouchers. Ouais. On a l'impression que chaque époque a son argot. Aujourd'hui, ce serait quoi? Parce que j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup utilisé aujourd'hui. Peut-être par peur ou... Ouais, où il y a un langage des plus jeunes, en fait. Moi, je passe mon temps à demander à mes fils ce que veut dire tel mot. Oui, parce qu'ils passent leur temps à parler en anglais, en fait. En anglais, puis même il y a des choses, il y a des expressions que je comprends absolument pas et qui m'expliquent. Donc je pense, mais je pense que je pense que c'est là. Il me semble que l'argot entre guillemets d'aujourd'hui serait plutôt l'argot des ados et des jeunes adultes, quoi. Mais il n'est pas dans les films. Ben ouais. C'est vrai. Il y a un film qui ça m'avait pas choqué au moment où je l'avais vu, c'est LOL. Ouais. Qui est pas du tout la suite de la Boom, mais qui pour une certaine génération, c'est l'équivalent pour nous de ce qu'a été la Boom pour nous. Or, dans la Boom, il y a des expressions assez marrantes, il y a un peu d'argot, il y a un peu de tout, mais il n'y avait pas de vulgarité. Et dans LOL, énormément de vulgarité. Ah oui. Et l'époque a changé. Je sais pas. On n'aurait pas mis ça au cinéma. Peut-être parce que là, dans LOL, ils voulaient un film plus réaliste. Je n'ai pas l'impression que dans les années 80, les jeunes ne disaient pas de grossièreté. Enfin, j'ai pas dit ça. Oui, c'est ça. Cinéma. Voilà, mais le cinéma de la Boom voulait faire quelque chose un peu, comment dire, c'est plus familial. Oui, et puis pas forcément trop réaliste. Ça l'était, mais pas trop non plus. Donc sans doute qu'aujourd'hui, je sais pas. Peut-être que les jeunes veulent il y aurait un truc sociologique avec. Oui, c'est ça. Il y a une suite de LOL qui sort bientôt. Ah ouais. Ouais. Oh, va être folle quand je vais dire ça. Allez, si vous deviez emporter 3 films c'est la fameuse phrase idiote, sur une île déserte, là où il y a évidemment ni électricité ni télévision. Oui, voilà, c'est ça. Ce serait quoi? Pas facile, hein. Allez, 3. Ouais, les Tontons Flingueurs, ça paraît évident. Je sais pas, la Cage aux folles. J'aime beaucoup la Cage aux folles. Ouais. Je trouve que Serrault est formidable. Ouais. J'ai appris qu'ils avaient des amis qui n'avaient pas été contents de... Oui, au début, ils avaient des amis... quand ils ont fait la pièce, au début, ils avaient des amis comédiens homosexuels qui disaient mais qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ça. Puis après, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué là, de voir la vision des homosexuels dans la Cage aux folles, mais en même temps je trouve pas que ça soit du tout homophobe non, pas du tout. Non, voilà, pas du tout en fait. Ça, c'est clair. D'ailleurs c'est repris assez souvent au théâtre. Oui, puis là il y a Laurent Lafitte qui va jouer la comédie musicale là, bientôt. Il y a une comédie musicale. Oui, la comédie musicale de Broadway dans les années 80, et là il la reprend au Châtelet là. Ok, j'aime bien le mot plouc aussi. ça c'est rigolo. Et ça vient dans... Il y a des personnages, il y a un personnage qui s'appelle Plouc. Oui, il y a Lina Ventura dans Celui de la Rossellet qui s'appelle Plouc. Et j'avais découvert là que le mot Plouc vient du breton en fait. Oui.
C'est ça. Je l'ai découvert aussi. Ouais, parce que pour beaucoup de villages bretons finissaient par plou et ça veut dire paroisse. Et donc les Parisiens, bien sûr, ont utilisé ça pour affirmer leur supériorité. 100 000 $ au soleil, qui est un super film aussi. Mais j'allais dire, il n'y a que des super films. Alors, heureusement, il y en a plein que j'ai pas vus. Donc du coup, c'est vraiment un livre très agréable à lire. Parce que ça se lit, encore une fois, n'importe où, n'importe quand. On se dit, tiens, j'ai 5 minutes, je vais me prendre 2-3 fiches. Quelqu'un m'a dit un jour, votre livre, il est bien, on peut le lire dans le train ou dans les toilettes. Alors, dans les toilettes, j'avais pas osé. J'ai dit à ma femme, ce week-end, j'ai dit, tu crois que je peux lui dire ça? Non, mais non, voilà, je le prends pas mal. Mais non, mais carrément, c'est un endroit où on est tranquille. Et on peut effectivement le lire en quelques minutes. Je trouve ça génial. Est-ce que l'éditeur vous a forcé à, je sais pas, à mettre des choses ou à enlever des choses? Non. Vous avez été totalement libre. Totalement libre. Ah, ça, c'est super. Non, totalement libre. Je n'aurais pas permis. Donc, aucun regret, aucun... Non, j'ai mis à peu près tout ce que j'ai voulu. Oui, non, c'était très bien. Bon, comment vous jugez aujourd'hui le cinéma alors, pas le cinéma, on va dire plutôt les dialogues du cinéma français aujourd'hui. Vous allez vous faire des copains, ça va être sympa. Sans que ce soit forcément... c'est-à-dire que c'est le... Je ne veux pas forcément dire que tout était mieux avant, c'est pas vrai. Donc, mais c'est vrai qu'avant, il y avait l'idée... ça n'existe plus, le métier de dialoguiste. Voilà. Avant, il y avait des dialoguistes, il y avait Dabadi, il y avait Audiard, il y avait Janson, Michel Blanc faisait des dialogues pour les autres. Oui. Voilà, il y avait... Blier avait un sens du dialogue très particulier. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait... On est plus dans les situations, j'ai l'impression. Il y a des choses très drôles dans certains films, mais j'ai pas l'impression qu'on se dise « Ah là là, le dialogue était super ». Mais bon, ça évolue. Moi, je dis pas, c'est pas forcément... Non, je suis d'accord. Parfois, je suis surpris quand un dialogue est très bon dans les films français, parce que c'est vrai que ça devient rare. Qu'effectivement, il n'y a plus de dialogue. Enfin, je crois qu'il n'y a plus de dialoguistes, effectivement. Non, c'est ça. Mais bientôt, il y aura l'IA. Ça va être super. Oui, alors ça va être magnifique. Alors ça, on va pas vraiment rigoler. Mais la bande à... je crois que ça s'appelle la bande à Fifi. Cette équipe-là écrit bien. Il y a des bons dialogues. Oui, bien sûr. Le Splendide avait des très bons dialogues, je trouve. Oui, carrément. Mais là, depuis un moment, effectivement, il n'y en a plus beaucoup. Ça va revenir, c'est par cycle. Ouais. Et dans les séries... Parce que là, on a le cinéma. Mais dans les séries aussi, parfois, il y avait des belles choses, non? Sûrement. Dans les anciennes séries ou dans les séries plus récentes. C'est quelque chose que vous regardez ou pas du tout? Vous êtes non, je regarde des séries, mais ça me fait... Non, mais quand vous regardez, je veux dire professionnellement parlant, perso, je me doute. Oui, non, j'ai pas beaucoup écrit sur les séries. Je suis vraiment axé sur le cinéma. J'adore les séries, mais même des vieilles séries, il y a des vieilles séries sympas. Ah oui, non, bien sûr, il y a des séries françaises, notamment. J'aime beaucoup les séries des années 60. Je trouve que les séries des années 60, même en général, pas qu'en France, vieillissent mieux que celles des années 70, par exemple. C'est un super pont, justement. Dans les films américains, il n'y a pas énormément de dialogue non plus. Il n'y a pas d'équivalent de ces dialogues mythiques. Oui, sans doute. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est à cause, selon vous, des traductions ou non, mais je pense qu'on peut trouver quand même des grandes répliques. En fait, il n'y a pas forcément des dialogues, mais il y a des répliques célèbres. Mais il n'y a pas, effectivement, il n'y aura peut-être pas l'équivalent. Après, j'imagine que l'équivalent d'un dialogue d'Audiard, des mecs au bistrot aux États-Unis, ça doit exister, mais je pense qu'on y perdrait forcément. J'ose pas imaginer ce que c'est qu'un film d'Audiard sous-titré ou traduit à l'étranger. On doit y perdre énormément. Ça doit être juste informatif. Ouais, je pense qu'on doit perdre la même chose avec des films américains. Effectivement. Bon, en tout cas, je regarderai un peu mieux. C'est vrai que je ne m'étais pas posé la question, mais en vous écoutant, c'est bien. Vous êtes déjà sur un autre ouvrage? Parce que vous écrivez beaucoup. J'écris beaucoup. Là, non, pas tout de suite, mais j'ai d'autres livres qui sortent. Il y en a un qui s'appelle 500 secrets de tournage. Chez Hugo, donc voilà, c'est des anecdotes de coulisses de films, tout ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et en décembre, je sors un livre sur un duo que j'adore depuis mon enfance, qui est celui formé par Terence Hill et Bud Spencer. Voilà. Donc il n'y a jamais rien eu en France sur le sujet, donc j'ai fait, j'espère, le livre somme sur ce duo qui a fait 17 films. 17 films, je ne savais pas. Ouais, 17 films. Et qui a créé une sorte de genre en soi, quoi. C'est dingue. Terence Hill est toujours vivant, je crois. Terence Hill est très toujours vieux, vivant. Mais
Bud Spencer, je crois pas. Bud Spencer, il est mort en 2016. Ouais, ça c'est récent. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de votre livre, qu'on retienne de votre livre? On a appris des choses en s'amusant. Ouais, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est mon but en fait. Et encore une fois, je le redis, il y a beaucoup de notes derrière. Donc à la fin, il y a des ouvrages cités, des ouvrages consultés, etc. Votre bibliographie, bien sûr. Et donc la liste des films que vous citez, effectivement, j'avais pas vu le écrit par, j'avais pas vu. Ah oui. Mais j'avais vu les auteurs. C'est bien. J'avais vu la liste des films, et il y en a plein où je me suis dit ça, il faut que je coche ça. Je connais pas, ça c'est dingue. Les Bons Vivants, super film, c'est pareil. Peu de gens connaissent. Ouais. Ouais, il y a des chouettes films, franchement des grands coups de cœur. Ça mériterait peut-être une émission, un 5000 ans d'histoire, une émission sur le cinéma d'auteur français, ce serait chouette. Ben oui. Merci beaucoup, franchement. Merci à vous. Vous êtes formidable. Et votre livre est formidable. C'est vraiment un grand moment de détente. Ça m'a fait du bien. Entre tous les livres que je dois lire ici, ça m'a fait du bien parce que c'est de l'histoire finalement. Il y a plein de. Quand on regarde Le Président, par exemple, aussi écrit par Audiard. Et Gabin a eu du mal, je crois, à dire certaines scènes. La scène de l'Assemblée nationale a été très compliquée. Le grand monologue, là. D'ailleurs, si je puis me permettre, le grand monologue, donc ça a été très long à faire. Ils ont fait des dizaines de prises. Et le lendemain, une fois que c'était fini, sur le plateau, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un du laboratoire où on développe la pellicule, et qui vient voir Henri Verneuil, qui lui dit Monsieur Verneuil, on a un petit problème sur une scène qui a été rayée. Et Verneuil se dit oulala. Il dit c'est pas la scène, je sais pas, 54. Il dit ah oui, c'est ça. Et c'est la scène de la veille où ils ont galéré. Et donc Verneuil dit vous voyez le monsieur là-bas, avec les cheveux gris. Il dit oui, c'est monsieur Gabin. C'est ça. Eh bien, vous allez le voir, et puis vous lui dites ce que vous m'avez dit là. D'accord. Il y va, et il l'envoie au casse-pipe parce qu'évidemment Gabin, il apprend ça, il part dans une colère monstre et tout ça. Ils sont obligés de le refaire, mais. Et Verneuil se dit bon allez, je vais pas, c'est pas moi qui vais lui dire. Vous avez de la tendresse particulière pour certains acteurs plus que d'autres de ces générations-là. Oui, bien sûr. J'adore. Voilà tout le quatuor. J'ai mon quatuor à moi, Gabin, Delon, Belmondo, Ventura, quoi. Et puis, mais j'adore Annie Girardot, voilà, qui a une gouaille incroyable, qui a une justesse, tout ça. C'est drôle parce que Annie Girardot, elle avait commencé, elle avait fait des films avec Audiard, avec Gabin dans les années 50, comme genre Le Rouge et Mi, tout ça. Et elle était très sérieuse en fait. Et puis il a un peu décoincé avec. Elle fume pas, elle boit pas, elle fume pas, elle met le cause, elle cause puis elle flingue et tout ça. Et tout d'un coup, elle devenait. C'était la reine de la gouaille parisienne, quoi, la reine de l'argot. Elle avait un truc, ça a changé un peu sa carrière et la vision qu'on avait d'elle aussi. Ouais, c'est génial ça. C'est des gens c'est des personnages avec qui on aurait envie de manger. Parce que ça aussi, ils mangeaient bien. Il n'y a plus ça. Les repas, Ventura, Gabin, Blier, tout ça, on aimerait être une petite souris. Ça avait l'air absolument monstrueux. Un vrai rêve de faire exactement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire être au restaurant, parler d'un autre restaurant et foncer à l'autre restaurant. Mais nous, on n'aurait pas tenu, on ne tiendrait pas au niveau digestif. On pourrait pas. Il faudrait que j'essaye en tout cas. Merci beaucoup Philippe Lombard. Merci à vous. Franchement génial. L'argot du cinéma français chez Duno. Cornio, Barbouze, Ripoux et compagnie, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est sur la couverture. Vous revenez quand vous voulez pour le prochain. Très bien. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.